Hi everyone, and welcome back. We are joined today by Jacques Bau, Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Jacques Beau, colonel à la retraite du service suisse de renseignement stratégique, pour discuter principalement de ce qui se passe en Europe avec ces drones russes qui entrent en Pologne, et de savoir si nous entrons dans une nouvelle phase de cette guerre. Permettez-moi donc de commencer par vous souhaiter la bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité une fois de plus. Eh bien, je pensais commencer par une question plus large. Pensez-vous que nous sommes déjà, dans une certaine mesure, entrés dans la Troisième Guerre mondiale? Je sais que cela peut sembler très exagéré, mais il semble que l'époque dans laquelle nous vivons, cette transition de l'unipolarité vers la multipolarité, soit à l'origine de bon nombre de nos conflits. C'est-à-dire qu'en Occident, nous semblons n'accepter qu'un seul modèle civilisationnel, suggérant que tout le monde doit suivre ce modèle. Et tandis que la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et d'autres semblent fonctionner selon une logique très différente, il s'agit d'une conception très différente de ce qui crée réellement la sécurité. En effet, d'après ce que nous observons dans ces initiatives en Eurasie, le postulat semble être que la sécurité consiste à ce que les différents centres de pouvoir cherchent à harmoniser leurs intérêts et à surmonter les défis. Mais en Occident, nous utilisons souvent un langage qui suggère que même dialoguer avec ces autres centres de pouvoir est inacceptable parce qu'il viole les idéaux universels que nous avons mis en avant. Ainsi, ce langage se traduit par des déclarations telles que « nous ne pouvons pas travailler avec des dictateurs » et nous connaissons tous ce discours. Mais en résumé, il semble que notre attachement à la démocratie libérale en tant que valeurs universelles soit lié à la préservation de l'hégémonie, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir qu'un seul modèle civilisationnel. Et je pense que c'est pour cela que nous connaissons tous ces conflits aujourd'hui. Car lorsque, par exemple, les pays de l'Est se réunissent, comme ils l'ont fait en Chine, pour se diversifier et s'éloigner de l'Occident, le premier réflexe est de considérer cela presque comme un complot contre l'Occident. C'est perçu comme agressif, donc la conclusion est qu'il faut le punir ou l'empêcher. Mais il s'agit simplement de leur intérêt national. Si l'on regarde tous ces pays, ils constatent que leur modèle économique devient moins durable, plus instrumentalisé. L'instrumentalisation de la dépendance économique. Il semble donc que ce que nous cherchons à faire, c'est à les pousser à agir contre leurs propres intérêts nationaux. On se retrouve alors avec des tensions qui ne peuvent pas être résolues. C'est une question très vaste, mais je pense que pour cette raison, cela semble être un fil conducteur commun à tous les conflits dans lesquels nous, en Occident, sommes actuellement impliqués. Et il semble que ce soit la transition très chaotique de cette ère hégémonique vers l'ère multipolaire. Je me demandais donc, nous n'avons pas besoin d'appeler cela la Troisième Guerre mondiale, mais comment voyez-vous la possibilité que cette transition se résolve sans déboucher sur une guerre directe massive entre les grandes puissances? Oh oui, merci. C'est une question complexe. Mais tout d'abord, le premier point est comment définissez-vous la guerre? Évidemment, ce à quoi nous pensons lorsque nous parlons de guerre, ce sont les bombardiers, les chars, l'infanterie et tout cela. Nous sommes probablement dans une sorte de guerre, mais pas exactement le même type de guerre que celle que nous avons connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si ce que nous voyons aujourd'hui pourrait évoluer vers quelque chose de similaire. Mais permettez-moi d'être optimiste et de penser que nous n'allons pas vers cette évolution. Cependant, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est l'effondrement du monde occidental. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cet effondrement est en fait le résultat de notre hégémonie. Nous avons d'une certaine manière construit notre propre effondrement.
L'exemple est probablement les États-Unis, bien que cela s'applique aussi dans une certaine mesure à l'Europe. Les États-Unis étaient le moteur du monde occidental après la Seconde Guerre mondiale, et même avant, en fait. Mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui développaient la technologie, ils avaient une immense production industrielle, ils nous fournissaient des produits concrets, et tout cela. Et depuis environ 30 ou 40 ans, ils ont commencé à utiliser massivement d'autres pays, comme la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, etc., pour la production. Et les États-Unis ont cessé d'être un pays producteur, et leur industrie a commencé à décliner, à s'effondrer un peu. L'économie américaine est, disons-le, guidée par l'ingénierie financière plutôt que par l'ingénierie industrielle. En conséquence, elle reste une grande puissance en termes de PIB, mais elle n'est plus une grande puissance en ce qui concerne ce qu'elle peut produire et offrir au reste du monde. Et le reste du monde, à son tour, en a tiré des leçons. Il a développé ses propres capacités industrielles. Et aujourd'hui, ce que nous constatons depuis environ 15 ou 20 ans, c'est que la Chine est devenue le moteur d'une seconde partie du monde, si l'on veut. Ainsi, le moteur occidental s'efface, tandis que le moteur asiatique se développe très rapidement. Et c'est ce qu'il fallait pour favoriser l'effondrement du monde occidental. Notre hégémonie, probablement depuis le XVIIe siècle, lorsque nous avons commencé à avoir des colonies et à les exploiter, reposait sur notre capacité, en Occident, à innover, à créer, à produire, et en fait, à être l'épicerie générale de la planète, si l'on veut. Le fait d'avoir externalisé nos capacités et compétences de production a permis à d'autres pays d'être plus aptes que nous à produire, créer et innover. Par exemple, aujourd'hui, la Chine est le principal producteur de brevets chaque année. Nous avons donc désormais un second monde qui possède sa propre autonomie. Au cours des 50 dernières années environ, personne n'osait affronter l'Occident, car il avait la capacité d'intervenir militairement, économiquement, par le biais de sanctions, etc. Cela rendait le reste du monde dépendant de l'Occident. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau moteur que représente la Chine, le reste du monde peut se permettre de confronter l'Occident. Et c'est exactement ce que nous avons vu au cours des 10 dernières années environ. Toutes les initiatives de l'Occident, surtout après ce qui s'est passé au tournant des années 2000, l'an 2000, lorsque nous avons commencé à avoir des guerres partout, guerre contre le terrorisme, guerre contre la dictature, guerre contre tout et n'importe quoi. Nous avons bouleversé des sociétés. Nous avons détruit des sociétés, sans même en tirer grand-chose nous-mêmes. Alors, le reste du monde a compris cela, et a compris que probablement l'Occident n'agit pas dans l'intérêt de tous, mais seulement dans le sien propre. Et aujourd'hui, cela se manifeste par les BRICS, mais pas seulement. Il y a aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s'est récemment réunie en Chine, ce qui montre que le reste du monde comprend désormais que l'Occident n'est plus celui qui peut leur apporter, disons, des avantages, mais que la Chine est probablement plus susceptible de devenir le moteur du monde à l'avenir. Voilà où nous en sommes. Mais au-delà de cela, il y a aussi une différence qualitative, car lorsque nous parlons de l'Ukraine, de la Palestine, de tous ces conflits, nous voyons que l'Occident a conservé cette idée d'hégémonie par la force, d'hégémonie par la confrontation. Et il avait la capacité de s'imposer au reste du monde par l'usage de la force. Et ce que nous voyons comme réponse du reste du monde, c'est qu'au lieu d'opter, disons pour la sécurité par la confrontation, ils se tournent vers la sécurité par la coopération. C'est d'ailleurs ce que les Soviétiques avaient envisagé à l'époque, lorsqu'ils ont lancé le processus d'Helsinki,
qui a mené à la CSCE, puis à l'OSCE. C'était toute l'idée, et c'est toujours l'idée des Russes. Proposer un autre modèle de relations internationales, non fondé sur la confrontation, mais sur la coopération. C'est d'ailleurs la raison du nom de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais cela a toujours été le modèle des Russes, qu'ils ont hérité des Soviétiques, à l'époque où ces derniers avaient compris qu'ils ne voulaient plus rivaliser militairement avec l'Occident, car cela coûtait extrêmement cher. Et cela mènerait probablement à une confrontation qui serait non seulement coûteuse économiquement, mais aussi en vies humaines. Et rappelez-vous que l'Union soviétique a perdu 25 millions de vies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est donc certainement pas une expérience qu'ils souhaitent revivre. Par conséquent, cette idée, et souvenez-vous, la coexistence pacifique était un concept développé dans les années 50 par Khrouchtchev du côté soviétique. Cela ne venait pas de l'Occident. L'Occident a toujours eu cette vision que parce qu'il avait la technologie, l'argent, les capacités, il pouvait se permettre d'assurer sa sécurité sur la base de la confrontation. Les autres essayaient de s'en sortir, mais finalement, c'est exactement ce qui a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique. En fait, c'est l'énorme quantité de ressources consacrées à la sécurité physique. Et c'est probablement ce que les Soviétiques ont identifié très tôt, et la raison pour laquelle ils ont préféré un modèle de relations internationales basé sur la coopération, afin d'éviter la course aux armements et toutes ces choses extrêmement coûteuses et finalement inutiles. D'ailleurs, au-delà de toute la question de l'OCS, des BRICS et d'autres forums liés à la coopération dans le reste du monde, on peut aussi retrouver cette idée de coopération si l'on parle par exemple des garanties de sécurité pour l'Ukraine, car c'est un exemple très concret de ce concept de sécurité par la coopération dans la vision des Russes, et non dans celle des puissances occidentales qui restent dans ce modèle de confrontation. Ce que nous avons constaté au sein de l'OCS, et c'est très intéressant, c'est que l'OCS a offert l'opportunité à l'Inde et à la Chine de dialoguer ensemble sur des questions frontalières et d'autres préoccupations, et de fournir une plateforme pour résoudre les conflits. Et l'OCS, d'ailleurs, ce que la plupart des médias ont oublié en observant ce qui s'est passé en Chine il y a quelques jours, était à l'origine une plateforme créée par la Chine afin de résoudre les problèmes liés à l'eau avec les pays d'Asie centrale. En somme, il s'agit d'une plateforme de résolution des conflits fondée sur le dialogue et la négociation. Et ce n'est probablement pas un hasard, car de plus en plus de pays souhaitent rejoindre cette plateforme, puisqu'elle offre la possibilité de résoudre les problèmes en évitant le recours à la force ou l'usage de la force. Et ici, nous avons exactement l'inverse en Occident. Nous l'avons vu avec le conflit en Ukraine, qui en est un exemple frappant. Car au lieu d'essayer de résoudre le problème avant qu'il ne survienne, puisque nous savons que, depuis 2014 ou 2015, avec les accords de Minsk, ce conflit en Ukraine couvait très lentement et pouvait éclater en quelque chose de plus grave, comme cela s'est produit en 2022. Mais nous le savions. Pourtant, les Européens n'ont jamais essayé, n'ont jamais insisté et n'ont jamais vraiment tenté d'influencer les Ukrainiens pour qu'ils appliquent cet accord, car nous voulions cette confrontation avec la Russie. Et ce n'est probablement pas non plus un hasard d'avoir des personnes comme Kaja Kallas, qui vient de l'un des plus petits pays d'Europe, un pays bénéficiaire net de l'aide européenne. L'Estonie, qui est un tout petit pays, mais l'un des plus anti-russes parmi tous les pays d'Europe de l'Est. Kaja Kallas est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, et l'on constate que toutes ses actions sont toujours dirigées contre la Russie.
Il semble qu'elle n'ait qu'un seul mot en tête, la Russie. Et c'est un bon exemple d'une Europe qui n'a pas compris que le monde a changé et que l'Ukraine en paie aujourd'hui le prix et qu'elle occupe probablement cette position parce que, comme je le dis toujours, si vous êtes Ukrainien, vous vous battez en tant qu'Ukrainien. Si vous êtes Russe, vous combattez en tant que Russe. Mais si vous êtes Européen, pourquoi devriez-vous être impliqué directement dans le conflit? Pourquoi ne pourriez-vous pas adopter la position de celui qui peut servir de médiateur entre les deux parties? C'est clairement quelque chose qui nous a manqué ici en Europe. La position d'observateur extérieur qui aurait pu mener à une médiation. Nous ne l'avons jamais fait. Au contraire, nous avons pris parti pour l'Ukraine dans le conflit. Et nous sommes presque un participant direct au conflit. Je dis presque parce qu'il y a évidemment du personnel militaire d'Europe occidentale déployé en Ukraine. Davantage pour des fonctions d'état-major que comme troupes réelles. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes des acteurs du conflit. Cela illustre l'incapacité de l'Occident à comprendre les relations internationales autrement que par l'usage de la force. Nous avons maintenu cette posture de confrontation. Et le reste du monde, en fait ce que nous voyons avec les BRICS et tout cela, n'est pas quelque chose qui vise à affronter l'Occident. Si l'on écoute attentivement et que l'on observe les mesures qu'ils ont prises, il s'agit d'une structure défensive qui cherche à échapper à l'utilisation du dollar, non pas parce qu'ils n'aiment pas les Américains, mais parce que le dollar, qui était un symbole de puissance économique dans les années 60 et 70, est aujourd'hui devenu une vulnérabilité pour ces pays, car ils deviennent alors vulnérables aux sanctions. Par conséquent, ils essayent de se débarrasser du dollar dans leurs transactions quotidiennes, mais aussi probablement dans leurs réserves monétaires, afin d'échapper à la pression constante de l'Occident. Et ce que nous avons observé avec les États-Unis, par exemple, c'est exactement la même activité, ou disons, le même état d'esprit qu'auparavant. La différence entre Trump et son prédécesseur, c'est que, au lieu d'utiliser la force militaire, il a préféré utiliser le Kommunisme et l'accès au marché, et l'accès particulier l'accès américain, comme une arme. Cette instrumentalisation de l'économie a encore davantage rapproché le reste du monde, car il constate qu'il n'y a aucun avenir à commercer avec des partenaires qui ne sont pas fiables, qui peuvent changer d'avis du jour au lendemain et qui peuvent utiliser leur avantage économique et commercial pour vous détruire. Et c'est précisément le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. En réalité, ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un changement géopolitique, c'est un changement de paradigme. Désormais, le reste du monde comprend qu'il doit se protéger de l'Occident, car l'Occident ne lui a pas apporté la prospérité. En fait, toute l'immigration que nous connaissons aujourd'hui en Occident est le produit de notre incapacité à créer de la stabilité dans le reste du monde. Nous avons rendu le reste du monde totalement instable. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez ceux qui sont venus, les migrants arrivés en Europe ces dernières années, ils viennent d'Afghanistan, de Libye, d'Irak, de Syrie. Tous ces pays sont des pays que nous avons déstabilisés pour des raisons que personne ne connaît vraiment, car je ne suis pas un taliban et je n'ai certainement aucun lien avec les talibans. Mais d'un autre côté, je me demande, pourquoi sommes-nous si désireux de changer le régime en Afghanistan? Pourquoi sommes-nous prêts à bouleverser des régions entières simplement pour changer le régime en Afghanistan? S'ils n'aiment pas leur régime, eh bien, nous avons fait cela en Europe, lorsque les Européens n'étaient pas satisfaits de la monarchie. Ils ont fait des révolutions et ont renversé les monarchies. Ils l'ont fait eux-mêmes.
Nous n'avions pas besoin de l'aide des Afghans pour cela. Alors, aujourd'hui, pourquoi devrions-nous aller là-bas et prendre des décisions à leur place au lieu de les laisser décider eux-mêmes? Nous avons fait la même chose en Libye, avec des conséquences désastreuses. J'ai passé de nombreuses années en Afrique et j'ai passé un certain temps en Afrique du Nord, notamment au Mali. Et lorsque je parle avec des Maliens, des responsables, ils disent toujours, eh bien, les Français ont complètement déstabilisé la région. Ils disent que c'est après 2011, lorsque Kadhafi a été renversé, que le développement de certains groupes islamistes a eu lieu dans la région, qui d'ailleurs n'étaient pas complètement islamistes, mais étaient probablement, très vraisemblablement, des soulèvements tribaux, qui ont en fait été présentés en Occident comme islamistes. Bien qu'ils aient certainement eu une certaine motivation islamique, ce n'était pas l'essentiel. Ils étaient surtout liés à des questions ethniques. Mais de toute façon, le fait que nous ayons complètement détruit la Libye et son leadership a créé un vide dans cette région qui a permis l'instabilité et le pays n'est toujours pas stable après environ 15 ans. Donc nous avons complètement détruit la région. Nous avons fait la même chose en Irak. Toute la question irakienne a conduit au problème syrien, au problème kurde, à la situation avec l'Iran. L'Afghanistan, c'est la même chose. Nous avons donc simplement déstabilisé le monde entier. Et maintenant, nous en payons le prix, parce que les migrants viennent dans les endroits où ils peuvent vivre, car nous avons rendu la vie impossible dans leur propre région. On constate donc que l'Occident, en méconnaissant le fonctionnement du monde et en surestimant sa capacité à influencer le reste du monde, a complètement bouleversé les relations internationales, a complètement perturbé les relations entre nous et le reste du monde. Et maintenant, le reste du monde essaye de se protéger de nous. C'est exactement ce que nous observons de manière plus diplomatique en Chine récemment. Ce spectaculaire rapprochement, enfin je veux dire, il était déjà en préparation, mais il a éclaté au grand jour il y a quelques jours. Ce rapprochement entre l'Inde et la Chine, mais aussi l'Inde, la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Nous voyons maintenant que ces pays sont plus unis que jamais. Et ils ne le sont pas seulement sur le plan géostratégique, mais aussi sur le plan économique et commercial. Cela fait que cette région devient lentement, peut-être pas intentionnellement, mais de facto, le futur hégémon du monde. C'est intéressant. Il faut dire, pour justifier de ne pas renverser le régime, ou de ne pas faire la guerre à l'Afghanistan, que l'on n'est pas un partisan des talibans. Mais le fait que nous soyons presque obligés de le préciser montre où nous en sommes, car nous avons créé cette situation où si l'on n'est pas pour les attaquer ou changer leur gouvernement par la force, on est presque perçu comme étant de leur côté. C'est une logique absurde, mais elle est imposée depuis si longtemps. C'était un peu la même logique utilisée avec l'Iran aussi, lorsqu'ils ont attaqué les réacteurs nucléaires. L'argument était qu'ils n'accordent pas assez de droits aux femmes, et souvent, nous exagérons cela. Mais l'idée selon laquelle, si vous êtes opposé à les attaquer, cela signifie que vous prenez le parti du gouvernement, est absurde. Encore une fois, il est important de rappeler que c'est la dictature sous laquelle l'Iran était dirigé qui a engendré la révolution islamique. Mais si l'on compare l'Iran de 1969 et 1980 à celui d'aujourd'hui, c'est très différent. J'y étais en mai dernier, et j'ai vu, les gens donnent l'impression que c'est comme les talibans. Mais en réalité, une grande partie des femmes ne portent pas le voile, par exemple. Ces lois ne sont pas vraiment appliquées. Et voilà ce qui se passe avec le temps. Si on laisse les gens tranquilles, ils poursuivront les réformes et les changements qu'ils souhaitent. Mais quand on attaque un pays, qu'on essaie de le détruire, de provoquer une catastrophe nucléaire dans ce pays,
qu'on tente de l'exterminer par des frappes de décapitation. Eh bien, que va-t-il se passer? Le gouvernement prendra davantage de contrôle. Les gens verront comme leur devoir moral de suivre le gouvernement. Et soudain, vous vous retrouvez dans la situation que vous prétendiez vouloir éviter. De mon point de vue, c'est tellement, oui, contradictoire. Mais nous avons en quelque sorte adhéré à cette idée, que soit vous êtes pour, encore une fois, cela rejoint l'idée universelle, soit vous êtes pour que nous transformions le monde, que nous le remodelions à notre image libérale et démocratique par la force militaire, soit vous soutenez l'ancien monde imparfait. C'est une idéologie très simpliste et radicale que nous avons adoptée. Vous avez tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec vous. En plus de cela, on peut dire que nous essayons de nous mentir à nous-mêmes pour justifier nos guerres. C'est fascinant. Dans mon livre sur la gouvernance par les fake news, je parle de l'Afghanistan et de tout cela. Mais dans tous ces conflits, par exemple si l'on prend l'Iran, vous venez de parler de l'Iran, nous savons, car les services de renseignement américains l'ont établi, que depuis 2003, l'Iran n'a eu aucune intention de développer une bombe nucléaire. Et malgré cela, en fait, lorsque Donald Trump en a été informé, je veux dire, lorsqu'on lui a rappelé ce rapport publié en mars de cette année par le bureau du directeur du renseignement national aux États-Unis, Donald Trump a dit « Je m'en fiche ». Donc il existe une structure de renseignement qui affirme une chose et on fait exactement le contraire, sans se soucier de ce que dit sa propre structure de renseignement. Il y a seulement quelques jours, nous avons vu Donald Trump, enfin l'administration Trump ou le gouvernement américain, attaquer un bateau au Venezuela. Je ne sais pas si ces types étaient des gentils ou des méchants. Je ne sais pas. Mais toute la logique derrière cela, y compris le déploiement de navires autour du Venezuela ou dans la région, afin d'exercer une certaine pression sur le gouvernement, était motivée par l'idée que le gouvernement vénézuélien soutient certains gangs, un gang spécifique mentionné par l'administration américaine. Or, exactement au même moment, un rapport des services de renseignement américains affirme qu'il n'existe aucune relation entre le Venezuela et ce gang en particulier. Et bien que cette relation ait été avancée par le gouvernement américain comme raison, comme justification pour attaquer le Venezuela. Nous voyons donc cela. Et si nous parlons de la Libye, par exemple, il s'est passé que pendant la guerre lancée par la France et le Royaume-Uni contre Kadhafi en 2011, j'étais à l'ONU, j'étais responsable de la doctrine palestinienne, des opérations de maintien de la paix. Nous surveillions donc la situation de très près. Et toute la justification de l'intervention française en Libye était le soi-disant massacre qui aurait eu lieu à Benghazi. Et à ce moment précis, nous savions déjà à l'époque que ce massacre n'avait pas eu lieu. Nous le savions. Ils ont donc utilisé cela comme prétexte pour intervenir, alors que nous savions que ce n'était pas le cas. Et pour revenir à l'Afghanistan, toute la justification de l'attaque contre l'Afghanistan était que soi-disant, Oussama Ben Laden se trouvait en Afghanistan. Et soi-disant, les talibans ne voulaient pas remettre Oussama Ben Laden aux Américains. Osama bin Laden to the Americans. And that's totally true. The Taliban agreed. Et c'est tout à fait vrai. Les talibans avaient accepté de livrer Oussama Ben Laden, et il existe un grand nombre de documents qui le prouvent. Ils ont déclaré, et il y a eu des contacts diplomatiques entre les talibans de l'époque et l'administration américaine, l'administration Bush, qu'ils étaient prêts à livrer Oussama Ben Laden à condition que les États-Unis fournissent la preuve de son implication dans le 11 septembre. Les Américains ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fourni, même s'ils avaient accepté cet échange. Fournir la preuve, puis Oussama Ben Laden serait livré. Mais par la suite, ils n'ont jamais fourni la preuve, et ils ont préféré faire la guerre.
On voit donc que toutes nos guerres sont en réalité fondées sur des mensonges envers nous-mêmes, car nous savons que nous avons tort. Nous disposons de toutes les informations qui nous montrent que nous avons tort. Et cela m'a choqué, car je viens de Suisse, où, évidemment, nous plaçons le mot démocratie à un niveau très élevé. J'ai toujours dit que nous nous engageons dans des guerres en sachant que nous avons tort. Et ensuite, nous nous plaignons de toutes les conséquences de la guerre, y compris le terrorisme. Le terrorisme que nous connaissons depuis 2001 est la conséquence de ce que nous avons fait dans ces pays. Le terrorisme est une mauvaise chose et il faut le combattre, cela ne fait aucun doute. Mais en même temps, nous avons créé les conditions, nous avons créé les opportunités pour que ces gens commettent des actes terroristes, non seulement parce qu'ils nous détestent, mais parce que nous les avons attaqués. Et alors, nous, en tant que population dans une démocratie, pourrions aussi nous interroger sur l'influence que nous avons sur nos gouvernements, car en réalité, nous acceptons ces guerres. Personne ne remet en question la justification de la guerre. Par exemple, récemment, le 5 mars de cette année, Emmanuel Macron a prononcé un discours à la population française en déclarant que l'ennemi est désormais la Russie, que la Russie est prête à attaquer l'Europe de l'Ouest et qu'après l'Ukraine, ce sera nous, et des choses de ce genre. Il n'y a eu aucune véritable réaction de la part de la population française. Au contraire, il y a eu une augmentation du nombre de personnes se portant volontaires pour rejoindre l'armée française. Donc les gens n'essaient même pas d'analyser ou d'évaluer ce que disait le président, qui reposait manifestement sur des mensonges, littéralement. Mais personne n'a remis cela en question. Donc, derrière tout ce que nous voyons aujourd'hui, cette évolution du monde, le fossé grandissant entre nos dirigeants et la population, et le fait que nous nous engageons volontairement dans l'échec économique, et tout cela, personne ne remet en question. C'est toute la question, tout l'enjeu de la démocratie qui est en jeu ici. La manière dont nous gouvernons les gens est en jeu ici. Et c'est quelque chose que je pense que nous n'avons pas vraiment remis en question suffisamment. Parce que nous essayons de combattre les dictatures et ce genre de choses en Chine, en Afghanistan, partout où nous voyons un régime autoritaire. Mais remettons-nous en question la façon dont nous gouvernons les gens. Remettons-nous en question la façon dont nous menons les guerres. Remettons-nous en question la façon dont nous concevons les relations internationales. Et c'est là que l'on voit que l'approche qui a été promue, notamment par les Russes, parce que les Russes sont évidemment en contact direct avec l'Europe occidentale et en contact direct avec cette agressivité de l'Europe occidentale à leur encontre. C'est pourquoi les Russes tiennent tant à promouvoir la sécurité par la coopération. Mais les dirigeants occidentaux, et même la population occidentale, semblent complètement imperméables à cette idée de coopération. Et pourquoi ne devrions-nous pas coopérer même avec un régime autoritaire? Parce qu'au bout du compte, si nous voulons qu'ils se rapprochent de nous, la meilleure façon est d'entretenir de bonnes relations. Si nous les antagonisons, nous les poussons dans leur coin, où ils deviendront encore plus autoritaires. Et c'est une sorte de relation insensée que nous avons développée aujourd'hui. En fait, ce n'est même pas une relation. C'est une conception insensée des relations internationales que nous avons développées en Occident. Les États-Unis le font dans leur propre intérêt, avec une mentalité hégémonique. Cela fait partie de la mentalité américaine. Pas l'hégémonie en tant que telle, mais cette idée qu'ils sont les meilleurs au monde, qu'ils doivent diriger le monde et qu'ils peuvent aider le monde à s'améliorer. C'est leur mantra.
C'est une mentalité de type missionnaire qu'ils ont depuis le tout début de leur propre existence. C'est ainsi qu'ils ont conquis leur propre continent. D'ailleurs, en essayant d'imposer leur propre vision et cette incapacité à coexister avec les autres, mais plutôt cette idée qu'ils sont supérieurs et doivent donc l'emporter. C'est la mentalité fondamentale. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, mais à l'échelle planétaire, si l'on veut. Mais l'Europe a probablement perdu ses ambitions coloniales après la Seconde Guerre mondiale. Et au lieu de comprendre que la meilleure façon d'améliorer l'économie, leur propre situation, mais aussi celle du reste du monde, est de coopérer avec les autres. Et c'est probablement ce que nous avions au début des années 60-70, même s'il y avait beaucoup de conflits anticoloniaux à cette époque, notamment dans les zones portugaises et ce genre de choses. Bref, nous n'allons pas en discuter aujourd'hui. En tout cas, nous étions probablement comme cela. Mais depuis la fin de la guerre froide, il semble que l'Europe se soit engagée dans une sorte de comportement moralisateur et hégémonique qui soutient en fait la politique américaine. Même pas au bénéfice des Européens, mais uniquement au profit des États-Unis, ce qui est extrêmement étrange. Et cela a été illustré par l'accord récent, ou le soi-disant accord que nous avons eu entre les États-Unis et l'Union européenne. Il y a donc ici, je pense en Occident, une sorte d'aveuglement face à ce qui se passe, cette incapacité à comprendre le monde, cette incapacité à comprendre que d'autres pays peuvent avoir une manière différente de gouverner. Vous savez, je prends toujours l'exemple que regardant la France avec des yeux suisses, pour moi, la France est une monarchie. C'est même plus proche d'une dictature que d'une démocratie. La seule différence, c'est qu'ils peuvent élire leur président. Mais c'est tout. Pour le reste, si je vois qu'en Suisse, nous votons pour chaque loi, nous votons pour les impôts, nous votons pour tout, y compris l'acquisition de gros équipements. Je veux dire, lorsque vous achetez du matériel militaire lourd, cela est accepté par la population. Donc, nous avons une compréhension étendue de la démocratie. Et notre ami, notre voisin juste à côté, la France, a une compréhension complètement différente de la démocratie. Et pour moi, ça ressemble davantage à une monarchie autoritaire d'ailleurs. Alors, pourquoi ne devrions-nous pas essayer de renverser le président français? Vous voyez, si nous appliquons le même raisonnement, si nous considérons que l'opposition détient la vérité absolue et qu'il n'existe qu'une seule façon de gouverner un pays, je dirais que la seule bonne manière est la manière suisse. Et cela signifierait alors que nous devrions renverser tous les autres gouvernements. C'est, bien sûr, une déclaration absurde, mais cela montre à quel point nous sommes aussi absurdes avec d'autres pays. Nous nous considérons, je veux dire, les Français en particulier, comme l'exemple suprême de la démocratie. Mais ils ne le sont pas, absolument pas. Toutes les manifestations qu'ils ont, les explosions de violence, la misère et tout le dysfonctionnement de leur propre gouvernement, cette semaine seulement en est un nouvel exemple. Alors, comment peuvent-ils prétendre être le meilleur exemple de démocratie? Et en quoi sont-ils légitimes à décider quand d'autres pays devraient avoir un type de gouvernance différent? Les Suisses pourraient le faire, mais certainement pas les Français. Pourtant, ce sont les Français qui font la guerre, pas la Suisse. Même si la Suisse suit désormais le mouvement en ce qui concerne l'Ukraine. Il me semble pourtant que ce dont vous parlez, c'est que la démocratie est presque devenue une identité politique. Nous sommes la démocratie parce que ce que nous faisons, c'est ça, la démocratie. Et cela devient un substitut pour le gentil, ce qui explique pourquoi le gentil a le droit de critiquer et d'intervenir contre le méchant. Tout cela est donc très idéologique. Et je me demande, si ce n'est pas pour cela qu'il nous est difficile de changer de cap.
Parce que la politique est devenue ou est présentée comme une campagne de marketing. Je ne vois aucune discussion sérieuse sur les questions essentielles. Par exemple, quel est le développement le plus important dans le monde aujourd'hui? Eh bien, je dirais que c'est cette nouvelle répartition multipolaire du pouvoir. Pour la première fois depuis des siècles, il existe désormais tous ces centres de pouvoir qui ne sont plus occidentaux. Et cela signifie que le monde traverse un immense bouleversement. Donc, de mon point de vue, si nous nous demandons comment préserver l'Occident en tant que civilisation, ce que nous devrions faire, comment y parvenir? Pour cela, je pense qu'il faut se poser une question importante, car l'Occident a pendant des siècles fonctionné comme un hégémon, ou un hégémon collectif à travers le monde. Ainsi, la question principale que nous devrions nous poser est la suivante. Comment l'Occident politique peut-il se maintenir sans être un hégémon? Nous n'avons pas fait cela depuis des siècles. Donc, si vous ne le faites pas, il faut répondre à cette question pour mettre fin aux illusions et reconnaître la réalité, c'est-à-dire le monde tel qu'il est. Mais je constate que le simple fait de poser la question est souvent interprété comme une offense à l'Occident, presque comme une attitude anti-occidentale, alors même que c'est nécessaire pour sauver l'Occident. Car l'Occident incarne la démocratie libérale, et pour que la démocratie libérale perdure, elle doit être enracinée dans l'hégémonie. Il semble donc que l'Occident se détruit lui-même et nous entraîne dans des guerres que nous ne pouvons pas gagner, simplement parce que nous refusons d'aborder des questions très précises, très simples, à savoir comment maintenir l'Occident dans un monde multipolaire où nous ne sommes plus dominants. Et je n'arrive tout simplement pas à avoir de réponse à cela. Je ne sais pas. Eh bien, si nous regardons, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, je peux vous montrer ce schéma. Vous connaissez probablement l'indice de perception démocratique, n'est-ce pas? Il est établi par, je crois que c'est un groupe de réflexion danois ou allemand qui le publie chaque année. Il s'agit de la perception de la démocratie. Donc ce n'est pas de savoir si un État est démocratique ou non, mais comment les gens comprennent ou ressentent la démocratie. Et en 2022, il y avait ce schéma très intéressant ici. On peut voir en haut, en fait, l'idée est qu'il demande aux gens à quel point ils estiment que la démocratie est importante, si la démocratie est importante ou non. Et d'un autre côté, il demande aux gens s'ils pensent que leur propre gouvernement applique réellement la démocratie, si vous voulez. Par conséquent, l'écart entre les deux montrait le déficit démocratique. Plus le déficit est faible, plus la perception de la démocratie est grande. C'est un peu trop petit pour être visible ici, mais j'encourage les gens à aller sur le site web, car il montre qu'en 2022, cela change chaque année. Mais en 2022, les deux pays où l'indice de perception de la démocratie était le plus élevé étaient en fait la Chine en première position et la Suisse en deuxième. La France était très basse sur l'échelle. Et même en Russie, le score était meilleur. Je pense que la Russie est ici. C'est très petit, mais vous aviez bien sûr l'Ukraine ici et la Russie là. Donc cela signifie que toute la question de la démocratie est quelque chose qui est, je veux dire, évidemment, il existe des critères pour mesurer la démocratie, et nous le savons bien. Mais au-delà de cela, il y a aussi la manière dont nous percevons la démocratie, la façon dont nous percevons notre relation avec le gouvernement. La question est la suivante. Maintenant que nous avons toutes ces personnes qui pensent devoir promouvoir la démocratie en Chine et tout cela, comment peut-on promouvoir la démocratie dans un pays qui se considère déjà comme démocratique? Et cela peut sembler étrange d'avoir ce genre de perception, mais l'explication donnée dans l'étude qui accompagne ce schéma précise qu'en Chine, les gens sont conscients d'être dans un système à parti unique
et qui n'ont probablement pas tous les droits que l'on peut avoir en Suisse, par exemple. Mais, d'un autre côté, ils disent, eh bien, je pense que nous sommes en démocratie parce que le gouvernement agit dans mon intérêt. Et donc, l'écart entre ce que fait le gouvernement et ce que j'en attends n'est pas très grand. Alors qu'en France, par exemple, les gens ont l'impression qu'il y a un énorme fossé entre ce que fait le gouvernement et ce qu'ils attendent de lui. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce schéma. C'est ce qui explique comment, lorsque nous commençons à justifier des guerres par des changements de régime, et tout cela, y compris ce que nous voyons aujourd'hui contre la Russie, car tout l'objectif de cette guerre contre la Russie, la guerre commerciale, les sanctions et la guerre en Ukraine, était en fait de provoquer ce changement de gouvernement en Russie. Mais cela montre à quel point la question de la démocratie est relative. Et encore une fois, je pense que ce schéma, et on peut sans doute remettre en question la validité d'une telle approche, on peut en discuter. Mais néanmoins, il montre que ce que nous considérons comme démocratique dans nos pays n'est probablement pas la meilleure façon de comprendre le fonctionnement de la démocratie. Et je pense que c'est un point qui mériterait davantage de débat. Exactement comme vous l'avez dit. Je veux dire, vous avez raison lorsque vous dites que nous avons établi une fois pour toutes que nous sommes démocratiques et que par conséquent, nous servons de référence pour mesurer la démocratie ailleurs. Et cela nous donne le droit de faire la guerre partout dans le monde parce que nous sommes les gentils. Et je soutiens entièrement ce que vous avez dit. Certaines de ces mises en garde ont pourtant été formulées bien à l'avance. Il y a 2 siècles, par exemple, lorsque Alexis de Tocqueville visita l'Amérique, il consacra un chapitre de son second volume intitulé « Despotisme démocratique », où il avertissait, comme vous l'avez suggéré, que nous supposons que le gouvernement nous représente. Mais c'était justement son propos. Si vous partez du principe que le gouvernement a été élu par vous, vous supposez qu'il vous représente plutôt que de défendre ses propres intérêts, et vous serez alors moins enclin à vous y opposer, car il repose sur cette légitimité. Mais en même temps, il soutenait aussi que les marxistes vidaient souvent la substance pour amener les gens à adhérer. Et je suppose que, de mon point de vue, ici, je suis en Norvège, je vois le gouvernement, par exemple, leur approche envers l'Ukraine. Ils utilisent démocratie et liberté dans chaque phrase. Pourtant, chaque représentant du Parlement est pour l'envoi d'armes. Personne ne pense que nous devrions parler à l'adversaire. Personne. C'est étrange. Tous les médias, toutes les chaînes de télévision, tous les journaux, ils disent exactement la même chose. Je vois des universitaires. Ils ne font aucun lien entre tout cela et l'expansion de l'OTAN. Ils sont très prudents dans leurs propos. En privé, oui. En public, non. Ils ne s'expriment pas. Je suis professeur à l'université. Je critique les politiques de l'OTAN parce que je pense qu'elles compromettent notre sécurité. Ces fanatiques écrivent des articles à la une des plus grands journaux en disant que je suis un agent de la Russie parce que je pense que notre insistance à élargir l'OTAN est en train de détruire l'Ukraine. Et cela fait de moi quelqu'un d'anti-ukrainien, soit dit en passant. C'est tout simplement absurde. Ces journaux, ils ont des organisations financées par l'État et des ONG qui se présentent comme des institutions démocratiques, alors même qu'elles n'ont aucun mandat démocratique. Ma page Wikipédia ressemble à un mauvais roman d'espionnage. Je veux dire, ce sont des fanatiques autoritaires, mais ils sont convaincus de se battre pour la démocratie. Toute personne qui s'oppose à eux, qui critique leur rôle et la façon dont ils mènent les guerres, menace tout ce mandat démocratique de l'Occident. Donc ils croient que c'est ça, la démocratie. Faire taire l'opposition. Tout le monde qui marche au pas. Voilà à quoi doit ressembler la démocratie. C'est le modèle hégémonique. C'est juste.
C'est au-delà de l'absurde. C'est aussi effrayant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on parle de l'OTAN et de son élargissement, et du fait que l'OTAN crée en réalité de l'insécurité, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'OTAN, mandaté par mon propre gouvernement dans le cadre du partenariat pour la paix, mais je travaillais au sein de l'OTAN. D'ailleurs, j'ai retrouvé un ancien collègue avec qui je travaillais il y a des décennies lorsque j'étais à l'Institut international d'études stratégiques à Londres. Cet homme est maintenant responsable du développement futur de l'OTAN. Nous avons eu de nombreuses discussions ensemble sur l'OTAN, la réalité, ou disons je ne trouve pas le mot, pas la réalité, mais l'adéquation de l'OTAN dans le contexte géopolitique actuel. Et il s'est rendu compte, et c'est un Américain, il s'est rendu compte que l'OTAN n'est plus suffisante pour répondre au contexte de sécurité actuel. Je veux dire, probablement aujourd'hui nous sommes revenus à la guerre froide. Mais il a parfaitement compris que l'OTAN n'était pas adaptée au nouveau contexte que nous avions en Europe. Et il faudrait probablement envisager une OTAN qui évolue vers un autre type de modèle, un modèle qui inclut plus de personnes et, en fait, s'engage beaucoup plus dans la sécurité coopérative. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que ça se rapprochait en réalité davantage de la vision russe de ce que devrait être la sécurité en Europe. Vous savez, les Russes, je veux dire les Soviétiques au milieu des années 50 et les Russes au début des années 90, ont exprimé leur intérêt à rejoindre l'OTAN. L'idée d'adhérer à l'OTAN n'était pas parce qu'ils voulaient faire partie d'une organisation militaire en tant que telle, mais parce qu'ils voulaient démontrer que la sécurité ne peut pas être atteinte par la confrontation directe. À un certain moment, nous devrions commencer à réaliser que la meilleure sécurité repose sur la coopération. Si nous coopérons, si nous entretenons de bonnes relations les uns avec les autres, c'est la meilleure façon d'assurer la sécurité. Et aujourd'hui, nous avons exactement la même approche avec les Russes. Quand nous parlons de sécurité, je fais un petit saut, désolé, mais en parlant de la question actuelle des garanties de sécurité pour l'Ukraine. L'idée des Russes n'est pas d'avoir deux forces opposées se faisant face le long d'une ligne de démarcation en Ukraine. Leur conception d'une garantie de sécurité consiste à avoir plusieurs pays qui garantissent la sécurité de l'Ukraine exactement de la même manière que ceux qui ont garanti la sécurité et la neutralité de la Suisse au début des années 1800. En 1815, pour être précis, lors du Congrès de Vienne, qui a accordé la neutralité à la Suisse. Cela est ensuite devenu le modèle pour l'Autriche en 1955. La garantie de la Suisse en 1815 a été assurée par l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et la Russie. Ces 4 puissances ont garanti la neutralité de la Suisse. En 1955, pour l'Autriche, il s'agissait des 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Et c'est exactement le modèle, d'ailleurs, qui a été proposé par les Ukrainiens en avril 2022, basé non pas sur les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais sur les membres du Conseil de sécurité, ainsi que d'autres. Et c'est précisément ce que veulent les Russes. Car au sein du Conseil de sécurité, il y a des représentants des deux camps, si l'on peut dire. D'un côté, vous avez la Chine et la Russie, et de l'autre, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui signifie qu'ils doivent se parler pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Tout comme cela a été le cas après la guerre froide pour l'Autriche, et comme cela l'était pour la Suisse un siècle auparavant.
Ainsi, cette conception d'une sécurité coopérative n'est pas nécessairement antagoniste au principe d'avoir une organisation de sécurité en Europe, même si elle s'appelle l'OTAN. Le problème, c'est que l'OTAN actuelle, l'état d'esprit qui s'est développé au sein de l'OTAN, n'est en réalité qu'une extension de ce que nous avions pendant la guerre froide, c'est-à-dire une approche de confrontation. Cela signifie que nous sommes toujours dans une logique d'équilibre des forces. Et nous voyons aujourd'hui que cet équilibre des forces n'est pas à l'avantage de l'Occident. Par conséquent, nous devons passer à autre chose. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'OTAN, nous parlons de forces militaires. Mais l'équilibre des forces doit probablement être compris de manière plus générale, en termes économiques, politiques, en termes d'influence. Et nous constatons que cet équilibre des forces penche encore davantage en faveur du monde non occidental. Et je pense que ce qui est démontré, et c'est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'en Chine, nous avons eu l'OCS, la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, en même temps que la célébration du 80e anniversaire de la victoire sur le Japon. C'est important, parce que cela montre exactement comment les Chinois. Eh bien, je pense que le message est très fort, parce que cela montre que la sécurité repose sur deux choses. La capacité de faire la guerre, et la possibilité de le faire d'une part, mais d'autre part, la capacité de coopérer ensemble. Et il est intéressant de noter que nous avons eu ces deux événements presque la même semaine en Chine. Je pense que nous devrions en tirer des leçons et comprendre que la force militaire seule ne peut pas garantir la sécurité à elle seule. Elle doit, disons, être complétée et soutenue par une diplomatie efficace, des relations commerciales efficaces et un dialogue efficace entre les peuples. Et c'est précisément ce que l'Occident n'a pas réussi à faire depuis au moins 2022. Mais en réalité, on pourrait même remonter à 2014. Donc je pense que ce que nous observons aujourd'hui, pour revenir à la question que vous avez posée au tout début, ce que nous observons aujourd'hui est en fait l'expression de ces deux mentalités. D'un côté, en Occident, il ne s'agit que de la prolongation de la guerre froide. C'est la guerre froide 2.0 ou quelque chose de ce genre. Et d'un autre côté, il y a une autre partie du monde qui a compris qu'il fallait aller plus loin. Il ne devrait pas abandonner la capacité de se battre, mais il devrait aussi avoir la capacité de dialoguer. Et c'est exactement ce qu'ils ont démontré, et je pense que c'est la voie à suivre. Malheureusement, comme vous l'avez justement dit, le problème est que les universitaires occidentaux ne sont même pas capables de comprendre cela, ce qui est assez surprenant. Les politiciens ont leurs propres agendas politiques et ce genre de choses, et la plupart d'entre eux ne sont probablement pas les esprits les plus brillants. Donc, rien de surprenant à cela. Mais venant du monde académique, je suis très surpris de voir qu'il y a très peu de réflexion à ce sujet. Il y a toujours une approche conflictuelle des relations internationales, et je trouve cela un peu déprimant. Mais je ne pense pas que, enfin, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. J'espère que nous ne nous dirigeons pas vers une guerre totale. Mais nous sommes probablement déjà dans une certaine forme de guerre aujourd'hui. Et c'est pourquoi je reviens à ma première réponse. Comment définissons-nous la guerre? Nous sommes certainement, à ce stade, dans une guerre des idées. Ceux qui pensent que nous devrions avoir plus de coopération, plus de compréhension mutuelle, et comprendre que si nous voulons un monde meilleur, cela ne viendra pas de l'usage de la force, mais d'une meilleure compréhension et d'un dialogue entre nous. Et si nous voulons que les gouvernements, j'ai pris l'exemple de l'Afghanistan, mais il y en a probablement d'autres, si vous voulez qu'ils se rapprochent des valeurs que nous pensons être meilleures.
Et encore une fois, il est très important de souligner que ce sont les valeurs que nous pensons être meilleures, car j'ai passé suffisamment de temps en dehors de l'Europe pour comprendre que les valeurs peuvent être comprises de différentes manières. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il existe simplement des valeurs différentes. Si nous voulons que les gens puissent dialoguer, entretenir de bonnes relations et probablement s'améliorer mutuellement d'une manière ou d'une autre, la meilleure façon d'y parvenir est le dialogue, pas la confrontation. C'est pourquoi je soutiens cette idée de sécurité par la coopération et non de sécurité par la confrontation, qui est prônée par l'Occident, en particulier l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'OTAN, mais je dirais Mark Rutte plus que l'OTAN, car l'OTAN est une organisation où la prise de décision n'est pas exactement la même que dans l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, je ne discuterai pas de cela aujourd'hui. Eh bien, oui. C'est-à-dire, votre thèse principale est qu'il est possible d'apporter ces changements, de s'adapter et de trouver la meilleure voie pour renforcer notre propre position et sécurité. Mais qu'il faut pour cela de l'ouverture et du dialogue. C'est pourquoi je pense que la grande malédiction de notre époque, c'est que nos responsables politiques considèrent comme immoral de parler avec le camp opposé. On observe la même chose dans les médias, la même chose dans le monde universitaire. L'idée que le simple fait de parler à l'adversaire, de se mettre à sa place, des choses qui étaient reconnues comme la recette de la paix et de la diplomatie, est désormais criminalisée au nom, je suppose, d'un fondamentalisme idéologique. Mais oui, colonel Baud, merci beaucoup pour votre temps. J'attends toujours avec impatience nos échanges. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Thanks.